à tous, merci une nouvelle fois d'être au rendez-vous de nos échappées belles. Cette semaine, c'est avec grand plaisir que je vous emmène visiter Cuba, la perle des Caraïbes, plus vaste que le Portugal, l'île principale que l'on surnomme l'île Crocodile, du fait de sa forme, est la plus grande des Antilles et compte près de 4000 km de côte. C'est donc le cœur même de Cuba que je vous invite à découvrir, en commençant par la Havane, évidemment, sa capitale, avec son architecture colorée, sa culture métissée, sa musique aussi festive. Et puis ensuite, on prendra la direction de l'ouest, les vallées de Vignales, les vallées fertiles, pour finir dans les montagnes luxuriantes près de Trinidad. Hey! Subissant l'embargo américain depuis le début des années 60, l'île qui vit principalement de l'économie du tourisme opérait un virage politique depuis à peu près une dizaine d'années en proposant notamment et en permettant aux Cubains de se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Ainsi, pendant mon séjour, je vais essayer de comprendre comment font les Cubains pour relever ce défi, aller de l'avant, gagner en autonomie, notamment au travers d'initiatives, qu'elles soient solidaires, inventives ou encore inédites. Voilà, soyez donc les bienvenus à Cuba, au pays du mambo et de la rumba. Bienvenue dans mes échappées belles. Cuba, ce sont des plages de sable blanc qui font rêver. Mais les crises de ces dernières années ont contraint les Cubains à prendre leur destin en main. À La Havane, il y a environ 120 coco-taxis. C'est un concept qui a été créé spécialement par l'État pour donner du travail aux femmes. En plus, les femmes auto-entrepreneuses sont une source d'inspiration pour d'autres femmes. Les femmes au combat. Ici, c'est pas possible d'acheter des choses neuves. Donc on essaie de donner une seconde vie aux choses qui ne fonctionnent plus. Comment ça va? Je répare tout, même les cœurs brisés. Il existe un autre Cuba. Sa tranche est très contrastée avec les bâtiments qu'on a à l'extérieur qui sont quelques-uns très vétustes en fait. Et là, on arrive dans un palais, quoi. Où le temps n'existe plus. Je suis très heureux de voir ton beau bijou là. C'est une Chevrolet de 1956. Il y a beaucoup de gens qui veulent me l'acheter, mais moi je ne veux pas la vendre. Ça n'a pas de prix, c'est ça? C'est ma maîtresse. Un Cuba 100% naturel. C'est la reine des crêpes faites avec des légumes verts. C'est bio, naturel, sans pesticides. Ici, tu reçois une sorte de purification spirituelle avec de l'alcool. Et voilà, me voilà pur alors, purifié. J'adore Pinar del Rio. Et j'adore particulièrement l'environnement de la vallée de Vignales, où je suis né. Mario, vous êtes beau à fumer votre cigare, même si c'est pas bon pour la santé, hein. On est bien d'accord. Si tu veux conduire, je peux te laisser. Mario. Allez, bijou, allez. 100% passion. Tous les jours, je viens là. C'est un grand plaisir. C'est mon temple. C'est ma cathédrale. Bienvenido a Cuba. Hola. Jérôme, El Contador. comment vas-tu? Ça va, Adriana? Si. Bonjour, enchanté. Bienvenue à La Havane. Ah, merci. Quelle joie de t'accueillir dans notre boutique. C'est tout mignon ce petit magasin là. Je suis tellement content d'être à Cuba, tu peux pas savoir. Bon, alors raconte-moi un petit peu alors, ce projet Beyond Roots. Et ça veut dire au-delà des racines. C'est la première boutique de style afro-cubain à Cuba.
Ah oui? Oui, à l'origine, c'était une boutique de souvenirs. Quand on a ouvert, on a reçu beaucoup de demandes de produits par des Afro-Cubains. C'est comme ça qu'on est passé d'une boutique de souvenirs à un magasin afro-cubain. D'où ces kitenge, là, c'est des tissus que moi j'ai vus en Tanzanie notamment. En effet, ce sont des tissus qui viennent d'Afrique. On les agrémente de motifs cubains. Alors, est-ce que toi, ça t'a fait quelque chose de voir que les Cubains se réappropriaient un petit peu à travers tes vêtements, tes objets, leurs racines africaines? Je me sens super fière. Nous avons des vêtements et des accessoires que les gens apprécient. Beyond Roots n'est pas seulement une marque, c'est une communauté. C'est une super idée. Et d'ailleurs, si je suis venu à ta rencontre, c'est pas seulement parce que tu as cette boutique, c'est aussi parce que j'ai envie que tu me fasses visiter la Havane à ta manière, de manière différente. Je vois que tu es impatient. Allons-y. On y va? Je suis sûre que ça va te plaire. Adios, hasta luego. Oula, il y a de l'ambiance là. Hey! Là, ça fait du bien, là, on sent la pulsation, on sent le pouls de la Havane et de Cuba, avec cette musique omniprésente ici dans ton pays. La musique est ce que nous sommes. Elle fait partie de notre ADN, de notre sang. Ah, c'était super. Là, c'est très très jolie place, ça, c'est construction coloniale espagnole. Et ça, c'est... C'est la cathédrale de la Havane. Ah. Tu as remarqué? Elle a un style baroque. Oui, c'est vrai, oui. Elle est magnifique. Tu as faim? Ouais, pourquoi pas grignoter. On va prendre une pizza volante. Volante? Oui. Attention, chaud les barons. Non, une pizza volante, moi j'ai pas mon permis, hein. J'ai juste permis voiture, j'ai pas le permis de soucoupe. Hein. Tu n'en as pas besoin, sois tranquille. Ok, ça va. C'est quoi la pizza volante? Regarde. Oh, ah oui, c'est excellent. Comment tu fais pour commander du coup? Tu dois crier son nom, il s'appelle Hermès. Ah. Et tu viens de temps en temps acheter ta pizza ici, toi? Exactement. J'adore. On voudrait 2 pizzas à 50. Merci. Ah. Voilà la livraison. Alors, une première. C'est combien la pizza? 50 pesos. Donc on met 100 dans le panier. Et donc est-ce que dans les rues de la Havane, on peut acheter autre chose que des pizzas? Il y a des gens qui vendent un peu tout. Si. Ah. Gracias, Inés. Gracias. Et donc cette pizza alors? Elle est savoureuse. Oui, savoureuse, on peut dire ça. On n'est pas à Naples, mais bon. Elle n'est pas chère. C'est pourquoi beaucoup de personnes viennent en commander ici. Mais elle est croustillante en tout cas. Ah, oh là là. Quel regard tu portes toi sur ta ville? La Havane est une ville avec une architecture très belle, des bâtiments très variés. Mais ce sont aussi des bâtiments qui sont vieux, anciens. Très souvent, ils s'effondrent. Il y a actuellement un programme de réhabilitation urbaine pour garder la ville attractive et vivante. Bah, espérons que ce programme fonctionne et dure dans le temps. Comme ça, petit à petit, la ville va retrouver de sa flamboyance. Exactement. Elle est très colorée cette place. Nous sommes sur la Plaza Vieja.
c'est la plus colorée et aussi la plus animée, pleine de vie. Les familles viennent y passer du temps. Il y a aussi beaucoup de touristes. C'est l'endroit idéal pour se connecter avec le peuple cubain. Regarde les enfants courir. Les papas les emmènent nourrir les oiseaux. C'est ma place préférée. Tu venais quand tu étais enfant, toi-même, ici? Bien sûr. On y venait en famille presque tous les week-ends. Jérôme, on va visiter le Capitole. Il ressemble un peu au Capitole de Washington, non? Oui, il est très similaire. La seule différence est qu'il est plus haut. Et alors du coup, ça a été construit un petit peu parce qu'à l'époque, Cuba était, on va dire, sous couverture américaine. C'est ça. Il a été construit pendant la période républicaine, afin de créer un Sénat et une Chambre des représentants. Sa tranche, c'est très contrasté avec les bâtiments qu'on a à l'extérieur, qui sont quelques-uns très vétustes en fait. Et là, on arrive dans un palais, quoi. Aujourd'hui, c'est le siège de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire. Le Capitole a rouvert en 2019, après une rénovation de 6 ans. Il s'agit d'un travail spectaculaire. Regarde ce sol en marbre. Il y en a 54 types différents. Et alors, Adriana, raconte-moi qui est cette femme, cette statue monumentale, hein. C'est la statue de la République. Elle est inspirée de la déesse Athéna. Sauf que le visage et le corps sont à l'image de la femme cubaine. Je pense qu'elle représente bien l'esprit guerrier des Cubains. Parce que notre histoire a été faite de guerre, de lutte pour obtenir ce que nous voulions. Est-ce qu'on peut dire que cette rénovation un peu symbolique, est-ce que ça a un lien avec la nouvelle dynamique dans le pays? C'est une belle métaphore. On peut dire que oui. Depuis 2008, Cuba est dans un processus de transformation économique et politique. Et rénover ce Capitole symbolise ce renouveau. C'est un changement immense. Comme Adriana, de plus en plus de Havanais se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat. On les appelle les cuentapropistas. Il y a encore quelques années, cela était impossible puisque le gouvernement n'autorisait pas les Cubains à créer leur propre entreprise. Et dans un pays qui a été durement touché par la crise sanitaire et qui n'a pas encore retrouvé ses touristes, c'est un nouvel élan. Parmi eux, il y a Navis, qui a eu l'idée audacieuse de développer le transport à vélo au pays des voitures de collection. Je n'avais aucune aide financière pour lancer ma propre affaire. Alors quand j'ai voulu commencer ce projet, la seule façon de prendre mon envol, c'était de vendre ma voiture. Tout le monde a pensé que j'étais folle, que ça n'avait pas de sens, parce qu'à Cuba, tout le monde veut une voiture. Mais moi, non. Mon idée, c'est que tout le monde se remette à pédaler. Cuba, au même titre que n'importe quel pays, est en train de se diriger vers un transport plus écologique. Et ça, on peut déjà le constater. Souvent associé à la pauvreté, le vélo n'est pas très populaire à Cuba. Avec son idée à contre-courant, Navis compte bien faire évoluer les mentalités. C'est bon comme ça va devant. En plus de sa visée écologique, l'entreprise de Navis poursuit un but social. C'est un projet inclusif. J'ai beaucoup travaillé pour que les femmes puissent apprendre la mécanique et qu'elles puissent avoir leur indépendance, leur autonomie. C'est très important d'un point de vue social, économique et professionnel, bien sûr. Je veux apporter ça à toutes ces femmes pour que le pays tout entier prenne aussi cette voie. C'est tout ce que je souhaite. Il y a aussi un autre secteur privé qui émerge, celui de la coiffure. Nous sommes dans la rue des coiffeurs. C'est un lieu qui a été choisi pour mettre en avant le travail des coiffeurs. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de fresques qui les représentent. Quand il ne travaille pas dans son salon,
Darian donne de son temps à l'association Arte Corte pour former gratuitement des jeunes au métier de coiffeur. Bonjour. Aujourd'hui, on va travailler sur une cliente qui a des cheveux bouclés. Vous êtes prêts à commencer? Issus de quartiers difficiles, ces jeunes ont trouvé dans la coiffure une façon de s'en sortir. Attends, viens, je te montre. Juste par là. Faut que ce soit bien égal. Reste pas du même côté. Peigne bien. J'aime bien quand les personnes sont satisfaites. Personnellement, je suis venu ici parce que c'est un bon moyen de me construire un avenir. C'est important pour moi de donner gratuitement ce cours. J'ai reçu ce même enseignement et maintenant c'est mon travail. J'ai envie d'aider les autres en retour. Je pense qu'une fois qu'ils auront terminé ce cours, ils deviendront de très bons coiffeurs. Ce sera le début de leur vie professionnelle et de leur liberté. Et voilà, c'est fini. Dans les rues de la Havane, on trouve aussi un nouveau genre d'entrepreneur. Bonjour, je suis César Dominguez et avec ce blog, je vais te montrer les merveilles de ma ville. Aujourd'hui, on est sur la vieille place et c'est l'un des joyaux de la Havane. Viens avec moi. Acteur professionnel, César est aussi très actif sur les réseaux sociaux. Une façon pour lui de se faire connaître tout en partageant son amour du pays. Prêt? Allez, allez! Ça ne fait pas doute. Ce qui me plaît le plus dans les vidéos, c'est d'être dans la rue, d'aller au contact des autres, d'échanger avec eux. Les Cubains et les Cubaines sont des gens hors du commun, très sociables et ouverts. Avec mes vidéos, je veux leur montrer où ils peuvent aller pour sortir et manger quelque chose de bon et pas cher. Je veux leur dire que la Havane n'est pas réservée qu'aux touristes. Avec ses vidéos, César tient aussi à mettre en avant d'autres entrepreneurs qui ne demandent qu'à être connus. Salut mon ami. Salut, comment ça va? Merci beaucoup de nous recevoir dans ta cuisine. Ça sent bon. Elle est en train de faire une crêpe verte. C'est la reine des crêpes. Des crêpes faites avec des légumes verts. C'est bio, naturel, sans pesticides. C'est pas en France qu'on trouve des crêpes comme ça. Allez, on trinque à la crêperie et à la crêpe aux herbes. Bon appétit! L'entrepreneuriat cubain, c'est tout nouveau et c'est franchement courageux. Que ce soit toi avec tes vidéos ou moi avec mes amis, chacun à notre façon, on est solidaires entre nous sur les réseaux sociaux. On fait la promotion de chacun pour se faire connaître. Merveilleux. Ça ne pouvait pas être meilleur. Merci beaucoup. En quelques années, déjà 600 000 Cubains, soit 13% de la population active, ont fait le pari de l'entrepreneuriat. Un bon présage pour l'économie cubaine. Jérôme, nous allons prendre un taxi pour aller dans mon quartier Guanabacoa. Mais un taxi un peu spécial. T'en penses quoi? C'est pas mal. Coco Taxi. Coco Taxi. Ouais, c'est original. No vamos. Estamos libres. Ah, qué bien. La libertad del coco. On prend l'ampleur de la ville en circulant comme ça aussi, avec ce Coco Taxi là. À La Havane, il y a environ 4 millions de Cubains. Nous sommes 11 millions dans le pays. À Diana, vous êtes combien de Coco Taxi ici à La Havane?
À La Havane, il y a environ 120 coco-taxis. Ces taxis sont uniques au monde. Et il y a beaucoup de femmes qui font ce métier comme toi? C'est un concept qui a été créé spécialement par l'État pour donner du travail aux femmes. Aujourd'hui, grâce à l'entrepreneuriat, les femmes gagnent en indépendance économique et donc en autonomie. C'est vraiment super parce que du coup, on se rend compte que le fait de permettre aux Cubains d'être auto-entrepreneurs, donc de gagner un peu en liberté finalement, ça a bousculé complètement la manière de vivre aussi. En plus, les femmes auto-entrepreneuses sont une source d'inspiration pour d'autres femmes. C'est trop beau. Les femmes au combat. Super. Maintenant, nous allons à Guanabacoa, le quartier où je vis. C'est à la périphérie de la Havane. Mes amis disent que je vis à la campagne, mais ce n'est pas la campagne. Jérôme, nous sommes arrivés dans le quartier où j'ai grandi, qui est le berceau de la culture afro-cubaine. Ici sont arrivés les premiers bateaux d'esclaves. Ainsi, les religions d'origine africaine sont très présentes ici. Laisse-moi te montrer quelque chose. On nous appelle le village ensorcelé car nous avons beaucoup d'éléments de la santeria, une religion afro-cubaine. Dans ce quartier, c'est très courant que les personnes aient ces symboles à l'entrée de leur maison pour repousser les énergies négatives et éviter le mauvais œil. Alors, tu parlais de la santeria, c'est comment on pourrait appeler ça? C'est un syncrétisme un peu? C'est une religion qui est un mélange entre la religion Yoruba et la religion catholique. Dans cette religion, nous adorons les orishas. Ce sont des divinités et chacune d'elles a son équivalent dans le panthéon catholique. Ça veut dire que lorsque les esclaves d'origine africaine ont été évangélisés, ils ont essayé d'associer un saint à chaque orisha, donc une divinité de leur religion initiale finalement. Exactement. Pour moi, c'est pareil. Tu vas penser que je prie Sainte Barbara, mais en réalité, je prie la divinité Chango. Si tu le veux bien, nous allons rendre visite à mon parrain Damian, qui est un jeune babalao. Babalao? Ça veut dire quoi? Babalao est le nom donné aux prêtres de la santeria. Babalao. Bonjour. Buenas. Bonjour. Encantado, yo soy Jérôme. Voilà. On est dans un endroit de prière, de culte. Ici, tu reçois une sorte de purification spirituelle avec de l'alcool. Tu as la possibilité de présenter ton respect à l'orisha qui commande la maison et lui demander toutes les bonnes choses que tu souhaites dans ta vie. Formidable. En effet. Pour commencer mon voyage, c'est super. Celui-ci, par exemple, c'est Elegua. Elegua est l'orisha qui ouvre le chemin dans la vie. Il est représenté par un enfant. C'est pour ça que tu vois tous ces jouets en offrande. Bien, ça te dit que je commence pour te montrer comment ça se passe et après tu le fais? Ça me va. Bah oui, je te regarde. Allez. À toi, Jérôme. Allez, à mon tour. Saraye wagunu saraye igulo saraye wagunu saraye ofomunlo saraye wagunu saraye bobo sobunlo. Et voilà, me voilà pur alors, purifié. Comment tu te sens? Bien, bien, écoute, oui.
Et alors comment ont réagi les gens quand tu as lancé ce projet de venir faire des visites dans ton quartier de naissance? Toute la communauté était très fière de pouvoir accueillir des visiteurs. Car malgré sa richesse culturelle, nous ne sommes pas un quartier très touristique. C'est pour ça que nous avons décidé de créer une entreprise communautaire. Et en une année, nous avons réussi à passer de 2 à 22 personnes travaillant pour nous. Adriana, à chaque fois que tu proposes des visites comme ça avec Beyond Roots, tu ponctues la balade par un repas, par quelque chose de convivial comme ça? Bien sûr. Ceci est la manière que nous avons, nous les Cubains, de partager en famille. Les personnes arrivent comme des inconnus et repartent en faisant partie de la famille. C'est l'objectif. C'est très très beau ce que tu arrives à faire en tout cas et moi je suis très heureux d'avoir découvert aussi cette partie de la Havane parce qu'évidemment on peut s'imaginer que la Havane ce ne sont en tout cas que ces beaux bâtiments, monuments et ces vieilles voitures. Et je te remercie aussi pour tout le soleil que tu apportes avec ton sourire et ta joie de vivre parce que ça aussi c'est précieux et ça fait du bien. J'ai l'impression que les Cubains sont très enjoués en tout cas. Merci beaucoup. Les vitraux coloniaux de Cuba se retrouvent avant tout chez les particuliers. C'est propre à notre pays, parce qu'en Europe, les vitraux étaient surtout utilisés dans les églises. Au même titre que les voitures de collection, les vitraux font partie intégrante du paysage de la Havane. Avec ses visites guidées, Irena met en avant ces merveilles du XVIIIe siècle qui se cachent souvent dans des lieux insoupçonnés, comme dans cette parfumerie. Ici, vous pouvez voir la signature du vitrailliste, avec une rose en forme de M, pour Maria. On ne prête jamais attention à des lieux comme celui-ci. Et en plus, on sent qu'il y a toute une histoire derrière. Ça me donne envie d'essayer de créer quelque chose à partir des vitraux. Cette visite m'inspire. Si les visites d'Irena sont ouvertes aux touristes, c'est avant tout aux Cubains qu'elle tient à faire découvrir le patrimoine de leur ville, classé par l'UNESCO. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec des vitraux anciens chez eux, mais ils ne se rendent pas compte de leur valeur et de l'importance d'en prendre soin et de préserver le patrimoine cubain. C'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup avec des enfants et des adolescents, pour leur faire connaître ce patrimoine et qu'ils aient envie de le protéger. Au-delà de ces visites, c'est la mission que s'est fixée Irena. Après avoir suivi des études d'art, elle s'est spécialisée dans la restauration de vitraux. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Je suis sur du bleu. Je te laisse travailler là, je vais de mon côté. Avec son atelier, Irena répond aux demandes des particuliers. Là, je vais faire la restauration de cette pièce qu'on a retrouvée dans les gravats d'un immeuble. Et je vais l'intégrer à une structure neuve. Je ne cherche pas à imiter l'ancien. Quand on verra la structure, on verra bien que j'y ai mêlé de l'ancien à du moderne, que c'est une création. En tant que restauratrice, mon rêve ce serait de voir la Havane réhabilitée, parce qu'elle est très riche en vitraux et qu'ils méritent d'être sauvés comme ils étaient à l'époque coloniale.
Dans la sauvegarde du patrimoine de la Havane, il n'y a pas que les professionnels qui s'engagent. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je suis intéressée par votre vitrail. Parce que je refais une lampe en ce moment et ça me servirait bien. Pas de souci, il y a un morceau justement qui est tombé. Je pourrais te le donner. Merci beaucoup. On fait comme ça, Maria. Si Melvis s'est mise en tête de dénicher les joyaux de la Havane, c'est pour décorer sa maison d'hôte. Pour ça, elle sillonne tout le centre-ville, avec parfois un peu d'appréhension. C'est très dangereux. Les balcons sont délabrés, c'est prêt à tomber. Il faut faire attention à ne pas frôler les bâtiments, alors on essaye de marcher le plus au milieu possible de la rue pour éviter ce genre de problème. Le centre-ville est beau, mais il n'est pas restauré comme il le mériterait, pour que ce patrimoine puisse se maintenir au-delà des siècles et que les futures générations puissent en profiter. Pour Melvis, le patrimoine cubain se niche aussi dans les objets. Et pour dégoter ses trésors, elle a ses petites adresses qui se transmettent de bouche à oreille. Ah, bonjour ma chérie. Je regardais les verres. Moi, je cherche les couverts parfaits pour les mettre dans un tableau décoratif qui sera dans la cuisine. Ah, ça, c'est exactement le style de lampe que je rénove. Je viens pour une chose bien précise et finalement je repars avec une autre. J'imagine tout de suite la façon dont je peux lui redonner vie. Il y a une chanteuse cubaine qui s'appelle Felicita Fernandez et dans sa chanson Les choses laides, elle dit « Mets de l'amour dans chaque chose laide et tu verras toutes les choses merveilleuses qui peuvent en sortir ». Ces trouvailles serviront à donner vie à sa maison d'hôte, encore en cours d'aménagement. Très bien. Je vois que tu as bien avancé dans tes travaux. Oui, j'ai fini de fixer le lustre il n'y a pas longtemps. Je m'occupe de ce fauteuil et il me reste encore des choses à faire aussi avec cette lampe. Ancienne journaliste, Melvis a trouvé dans la restauration un nouvel art de vivre. Je suis née à la campagne et je suis tombée amoureuse de la Havane et de sa richesse architecturale, de la richesse de son patrimoine. J'aimerais que les Havanais s'engagent. Je les appelle à s'engager. Même si nous n'avons pas beaucoup de moyens, il faut continuer à tout faire pour sauver ces choses. D'ici quelques mois, Melvis ouvrira sa maison aux visiteurs, curieux de découvrir ce patrimoine qui résiste aux épreuves du temps. Salut Jérôme. Je suis en train de faire quelques petites réparations. Comment vas-tu? Tu bichonnes ton joujou. Ça va et toi? Tout va bien. Je suis très heureux de voir ton beau bijou là. C'est une dame qui se maintient bien. C'est une Chevrolet de 1956. Wow, c'est serré. Ah super, elle est bicolore en plus. Elle est comme neuve, j'ai envie de dire. Ah oui. Et doucement avec ma porte. Ah oui, bah oui. On peut quand même pas casser ta voiture tout de suite. Il n'y a pas de ceinture dans ta voiture. Non. La machine a remonté le temps. Toi, Julio, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille comme chauffeur. Ah, d'accord. Je suis chauffeur depuis toujours.
À 15 ans, j'adorais déjà les voitures, la mécanique, les réparer. Et depuis cette époque, je conduis. Mon père avait une Chevrolet de 1958, un bijou. C'est une promenade de 8 km le long de la digue. Et j'adore me balader dans cette voiture, sur le Malecón. En fin de semaine, c'est un plaisir. Elle est juste sublime cette voiture. Hein. À quel âge tu as acheté ta voiture? Ça fait 7 ans que j'ai cette voiture. Elle était en mauvais état, j'ai dû la restaurer complètement. Ça m'a pris 2 ans pour la remettre en état. Et dans le respect, j'imagine, de tout ce qui pouvait être original. Je voulais respecter l'original. C'était mon objectif. Il y a beaucoup de gens qui veulent me l'acheter, mais moi, je ne veux pas la vendre. Va comprendre. On m'en a même offert 50 000 €. Mais elle n'est pas à vendre. Ça n'a pas de prix, c'est ça? C'est ma maîtresse. Ta femme, elle n'est pas jalouse? Si, bien sûr. Si. Ah bah oui, ça m'étonne pas, je comprends bien. Ouais. Elle est jalouse, très jalouse. J'ai dédié tellement d'heures à cette voiture. Des nuits à travailler dessus. Elle a un peu le style de Joséphine Baker. Ça y est, Jérôme, on arrive au Tropicana. On va retrouver mes amis du club automobile. C'est juste... Qu'en dis-tu? Extraordinaire. Ah ouais, j'adore. J'ai l'impression d'être à la fin d'un film, tu sais. D'avoir été transporté dans les années 50-60. Je trouve ça génial. Malgré l'embargo américain, regarde ce que les Cubains ont réussi à faire. Parce que nous sommes très créatifs et passionnés. Et parfois, comme dans mon cas, le fait d'avoir beaucoup d'amis aux États-Unis aide. À chaque fois qu'ils viennent à Cuba, ils me demandent « Hé, Julio, tu veux que je te ramène des jeans ?» Et moi je dis « Non, 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 pas de jeans, ramène-moi plutôt des pièces détachées. » Jérôme, je vais te présenter Alberto. Encantado, Alberto. C'est un plaisir. Le président du club. Oh, presidente. Bienvenido. Merci beaucoup. Ouais, je trouve que c'est un vrai petit miracle d'avoir des voitures en état avec toutes les pièces originales, quasiment. Connaissant votre situation ici à Cuba, l'embargo américain qui empêche tout commerce, tout échange entre les deux pays, rend la chose encore plus difficile pour vous pour rénover ces voitures. Oui, mais il y a un détail important. S'il n'y avait pas d'embargo, la grande majorité de ces voitures n'existeraient plus. Parce qu'à Cuba, l'entrée de voitures neuves a été interdite, donc il fallait entretenir celles qu'on avait. Il fallait absolument conserver ce qu'on avait. On n'avait pas le choix. Et c'est grâce à ça qu'on peut admirer ces voitures aujourd'hui. Silence! La compétition consiste à faire le tour du parking avec un verre d'eau rempli à ras-bord. Donc il faut renverser le moins d'eau possible. Oui. Quand on voit l'état de la route, c'est déjà un exploit d'arriver avec un verre à moitié plein. Tu comprends pourquoi notre club s'appelle à la cubaine. On parle fort, on gesticule beaucoup, c'est très caribéen, très cubain. Une victoire franco-cubaine se prépare. Hein. C'est parti. Allez, on vous encourage là. Allez.
c'était le meilleur. Magnifique. Oh là 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 là. Ah là là là, c'est la victoire. C'est la victoire. Ah oui. Le pilote cubain avec l'aide du français. Ah, vamos a ganar. La victoria. Voilà. Espérate. Julio Cañas, le grand vainqueur, on peut l'applaudir. Du liquide de frein et des bidons d'huile pour ta voiture. Super, merci. Gracias. Gracias. Et j'ai passé un super moment. Je me suis senti vraiment dans la culture cubaine avec votre amour de ces belles voitures. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. C'est chouette. Je répare les autocuiseurs, les micro-ondes. Tout va bien? Pas besoin de réparation? Comment ça va? Je répare tout, même les cœurs brisés. Surnommé le médecin de l'impossible, Raulito fait des miracles avec 3 fois rien. Au cours de ses tournées, il propose à qui veut de réparer ses appareils électroménagers. Bonjour, t'as quelque chose à réparer? Ce matin, Raulito s'attaque à une cocotte minute. En un tour de main, elle est sauvée. Ça faisait 7 ans que cette cocotte était cassée, qu'on ne l'utilisait pas, qu'elle restait dans un coin jusqu'à ce que la lumière bénie arrive et la répare. Je le remercie beaucoup. Maintenant que c'est réparé, je vais pouvoir t'inviter à manger. Oui, enfin, c'est surtout moi qui cuisine. Oh là, c'est tendu. Soumis à un embargo commercial depuis 1962, les Cubains ont pris l'habitude de ne pas jeter et de recycler autant que possible leurs appareils endommagés. C'est donc tout naturellement que Raulito a su se rendre indispensable pour répondre à des besoins toujours plus nombreux. Ça me remplit de joie d'aider les autres. Comme je dis toujours, c'est mieux de donner plutôt que de recevoir. Ici, c'est pas possible d'acheter des choses neuves. Il y a une crise qui touche le monde entier. Alors à Cuba, c'est encore pire avec toutes les problématiques qu'on a déjà. Donc on essaie de donner une seconde vie aux choses qui ne fonctionnent plus. Je répare les autocuiseurs, les micro-ondes. Tu as besoin de quelque chose? Moi, j'ai besoin de réparer une cafetière. Tu vas chez toi? Oui. On peut y aller? Après avoir redonné vie à plusieurs appareils de Clara, ils sont devenus amis, unis par un lien de solidarité. Comment tu vas t'y prendre alors? C'est simple, ne t'inquiète pas. L'ampoule a grillé, je la change. Les gens pensent qu'il n'y a pas de solution, mais tu y as vraiment mis de l'amour, de la douceur. Ça marche. Oui, avec de l'amour, ça remarche. Je pense que Raulito, c'est l'homme de la situation pour résoudre les problèmes qu'on rencontre dans le quartier. C'est vraiment pour ça que nous, on l'appelle le médecin de l'impossible. Pour chacune de ces interventions, Raulito laisse aux clients le soin de le rémunérer en fonction de ses revenus. Hey, salut! Certains choisissent aussi de le dédommager à leur façon. À cause de la pandémie, on a de plus en plus de mal à acheter de la nourriture. Je viens tous les jours ici. C'est comme des amis. Je leur demande ce que je peux faire en échange d'un bon repas. Je leur fais tout type de réparation. Et ils m'invitent. On se soutient. Une aubaine pour Raulito à une période où les Cubains sont souvent contraints de faire la queue durant des heures pour faire leurs courses. Et quand on est boulanger, la pénurie alimentaire peut devenir très problématique. Pour faire face au manque de farine, Alberto a dû trouver une alternative, quitte à aller faire ses courses dans une animalerie. Bonjour. Bonjour, tu vas bien? En quoi je peux t'aider? Tu as des graines? Oui.
Je vais t'en prendre un sachet. Ok, elles sont très bien. C'est difficile de trouver de la matière première pour réaliser des pains sans gluten. Alors il faut faire preuve d'inventivité et ne pas avoir peur de réaliser des pains à partir de graines destinées aux oiseaux. Seul chef cubain à avoir obtenu une étoile au guide Michelin, Alberto a choisi d'ouvrir une boulangerie pour proposer des produits d'exception aux particuliers et aux restaurateurs. En 1992-1993, c'était la crise. On n'avait rien à Cuba et ma petite grand-mère a eu l'idée de moudre des graines pour faire du pain. Ensuite, elle le vendait en échange d'1 litre de lait, de riz ou de haricots pour qu'on puisse se nourrir parce qu'il n'y avait rien. C'est ce qui m'a inspiré pour mon propre pain. Aujourd'hui, c'est grâce à ma grand-mère si on a du pain frais à la Havane. Voyez ça? Tout part de là. Du pétrin. Comment tu trouves? Ça croustille bien. Très réputé, le boulanger peut compter sur des clients fidèles. Ah, bah vous voilà. Bonjour, ça va? Ah, t'es toujours aussi petite, toi. Toutes les semaines, ses habitués lui achètent 200 pains qui seront ensuite redistribués dans les restaurants de la Havane. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. On vient ici parce qu'on considère que c'est le meilleur pain de la Havane. On ne le trouve nulle part ailleurs. Il y a une chose qui me tient à cœur, c'est que tout le monde puisse faire son propre pain à la maison. Ça serait vraiment un rêve. Je n'aurais peut-être plus de travail, mais qui sait, on me paierait peut-être pour la recette. Face aux crises successives, les Cubains ont appris à cultiver l'art du système D et ont su mettre leur inventivité au service d'un mode de consommation toujours plus responsable. ¿Es el bus para Tope de Corrientes? Oui. Ah, d'accord. Original. Hola. Buenos días. Muchas gracias. Hola, Yanier. Ah, bonjour Jérôme, ça va? Ça va très bien et toi, enchanté? Ça va. Content de te rencontrer? Très content moi aussi. Comment s'est passé le voyage dans le camion russe? Ah, c'était folklorique, c'est original un camion, c'est un camion soviétique. Soviétique, oui. D'accord. Ah oui, c'est marrant, c'était rigolo. Nous avons une superbe vue, à 600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ouais, et puis un petit peu de vent, c'est une vue qui décoiffe, on pourrait dire. C'est clair. En face de nous, tu peux voir la ville de Trinidad, d'où tu viens.
La mer des Caraïbes. Nous sommes dans le paysage naturel protégé Topes de Corantes, qui fait 200 km². Et aujourd'hui, on va visiter le parc Guanayara, au milieu de la nature. Alors, on y va? Hein? On est accueillis par le chant des oiseaux. T'entends? Leur chant est très beau. Ce décor aujourd'hui, tu vois, il me change de Trinidad. Le Trinidad, les façades sont multicolores. Ici, on n'a qu'une couleur, le vert. Tout est vert avec la pluie et l'humidité. Et des nuances quand même. C'est un parc naturel. Il y a un taux d'humidité très élevé. Il y a un microclimat et donc tout pousse. Ça fait comme un jardin botanique naturel. Nous avons du café et pas mal d'arbres introduits comme les bambous, les eucalyptus, quelques pins. Ah oui, même des pins. Et il y a beaucoup de plantes épiphytes qui poussent sur les arbres, comme sur ta gauche. Il y a quelques petits bananiers aussi. Ça, c'est des petites, je sais pas si c'est des fougères, comment ça s'appelle, qui se rétractent quand on les touche, c'est ça, non? Oui, mais ce n'est pas une fougère. C'est de la famille du mimosa, Mimosa pudica. Quand on la touche, elle a un mécanisme de défense. Cette plante a des propriétés médicinales. Ah oui. Avec les racines, on fait des infusions pour traiter le mal de dents. C'est comme un antalgique. Petite forêt de bambou là. Ce qui est super dans cette randonnée, je trouve, c'est qu'on a un espace assez restreint. Très rapidement, la végétation change, on voit la richesse du végétal qu'il y a ici. Tout pousse. Il y a une grande variété de plantes ici. C'est assez rare quand même. Ouh là là! Magnifique ça! C'est apaisant, hein. On se sent porté par ce flux là, délicat. Ah, j'aime beaucoup cet endroit. Alors toi, tu es originaire de la région? Non, je suis né à Santa Clara, à 70 km du massif. J'étais rééducateur sportif dans un centre de soins pendant plusieurs années. Mais j'ai toujours aimé la nature. Depuis petit, la flore et la faune m'enchantent. Marcher, faire des photos, regarder les paysages. J'ai eu l'opportunité de passer un examen de guide de montagne et je l'ai réussi. Depuis, je travaille dans ce parc merveilleux. Regarde Jérôme, cette vue magnifique. Oh oui, c'est un joli tableau ça. Ce massif est très lié à l'histoire de notre pays, parce que de nombreux guérilleros sont passés par ici pour aider la révolution cubaine à triompher contre le gouvernement de Batista en 1959. D'accord, donc les troupes de Castro et de Che Guevara sont venus se réfugier ici pour préparer la révolution? Oui, il y a la flore, plein de grottes, de l'eau, tout ce qu'il faut pour se cacher et survivre. Ok. C'était votre maquis à vous, c'était vos maquisards à vous finalement, un peu. C'est ça.
Oh, c'est joli ces oiseaux, c'est quoi? Voici la fameuse piscine naturelle. Le clou du spectacle. Regarde la couleur de cette eau, Jérôme. Ah, il y a un dégradé de vert là, c'est superbe. La transparence, c'est de l'eau potable. En plus, une source naturelle. Quel luxe, c'est très beau, hein? Ouais, c'est vrai que c'est un vrai trésor là, ce parc. Des piscines comme ça, il y en a dans tout le massif. Et ce qui est plaisant surtout, tu vois, c'est que au-delà de ce cadre absolument magnifique, très riche, très généreux, c'est agréable parce que je sens qu'il y a une vraie fierté dans ta façon de raconter cet endroit. Tous les guides qui travaillent dans cette région sont très fiers. Et on est très heureux de pouvoir vivre au quotidien, au contact de cette nature si précieuse. Ouais, il faut continuer à préserver ça. Bien sûr. Gracias. De rien. C'est depuis le centre de Cuba, parsemé de champs de canne à sucre, qu'on distille la boisson nationale du pays, le rhum. Vas-y, descends-moi un fût de 4 ans. On va l'analyser. Tiens, ouvre-moi ça. Après avoir été formé par les plus grands experts, merci. César Martí est devenu le premier maître du rhum de Cuba, le titre le plus honorifique. Il est extrêmement limpide, brillant. Et puis c'est doux et fruité. Ça nous rappelle l'ananas, le tabac, le café, le miel sucré, que ce soit au nez ou en bouche. C'est un voyage exotique au cœur des arômes de nos campagnes cubaines. Pour que chaque arôme puisse s'exprimer, le rhum est vieilli dans des fûts de chêne blanc dont certains ont 60 années. Tous les jours, je viens là. C'est un grand plaisir. C'est mon temple, c'est ma cathédrale. À chaque fois, j'éprouve de nouvelles émotions à travers les odeurs, les saveurs et les couleurs. Mon grand-père a dédié sa vie à la production de canne à sucre et tout ce que j'ai appris de lui m'a beaucoup servi. Pour créer des rhums d'exception, César Martí supervise toute la production de la distillation, le vieillissement et l'assemblage. Avant d'être mis en bouteille, le degré d'alcool du rhum doit être contrôlé et ne doit pas être en dessous de 37,5%. Bonjour. Tu pourrais m'analyser ça? Ça serait sympa. « 38,1. Ok, c'est bon. À Cuba, avant d'ouvrir une bouteille, la première chose qu'on fait, c'est de déposer des gouttes sur le sol. Et on les dédie à Dieu et à la personne qui a fabriqué ce rhum. D'ici peu, cette nouvelle cuvée s'exportera jusqu'en France, emportant avec elle un concentré de Cuba. Pour que le rhum reste sur le devant de la scène, d'autres ont eu l'idée de renouveler le genre du cocktail en y intégrant des éléments plutôt inattendus. Ici, on a la plante du tournesol. Là, il y a toutes les graines que j'utilise pour faire mes infusions. Elles ont de bonnes propriétés et en plus, elles sont délicieuses. Parmi ces vertus, il y en a une qui aide à améliorer les performances sexuelles. Ça apporte de l'énergie. Le tournesol, c'est plein de vitamine E, surtout combiné avec le romarin et de la mangue. Après avoir fini ses études de droit, Dagoberto est finalement devenu l'un des barman les plus en vue de la Havane. Aujourd'hui, il passe le plus clair de son temps à tester de nouvelles saveurs. Bonjour. Bonjour. Tout va bien?
Et pour ça, il a entraîné avec lui sa famille dans l'aventure. J'ai ramené de la menthe de la ferme. Tout est frais. Je vais la mélanger avec de la mangue et du tournesol. Super. On va faire les meilleures infusions de la Havane. Bien sûr. Avec la crise sanitaire, les bars de la Havane sont longtemps restés fermés. Et Dagoberto a mis ce temps à profit pour expérimenter ses infusions et découvrir un processus qui lui était jusqu'alors inconnu. J'aime bien faire ces infusions parce que comme ça, je peux faire des cocktails qui ont un goût unique en alliant la nature à la créativité. Et on va retrouver la magie de la nature dans un verre. Les feuilles de menthe n'ont plus qu'à sécher durant 7 heures et seront ensuite mélangées à d'autres plantes. Avant d'associer ces saveurs au rhum, Dagoberto et sa famille testent une première fois la qualité des infusions. C'est rafraîchissant, c'est idéal pour la digestion. Il est passé d'avocat à barman. C'est un changement de voie qui a réuni la famille. Et on se retrouve unis à boire du thé. Et on travaille. Oui, mon chéri. Avant de proposer ces nouveaux cocktails aux cartes des bars de la Havane, Dagoberto tient à tester ses créations auprès de confrères. Santé. Ça change des autres cocktails. On sent qu'il y a des produits très naturels. C'est une fierté de créer de nouveaux mélanges avec les ressources cubaines. J'aimerais progresser encore pour montrer au monde toutes les saveurs qu'on peut avoir à Cuba. Si le Mojito, le Cuba Libre ou encore le Daiquiri sont des noms de cocktails indissociables de Cuba, ceux de Dagoberto s'ajouteront peut-être un jour à cette liste. Preuve que les Cubains n'ont pas fini de surprendre nos papilles. Muchas gracias. Adiós. Hola. Salut. Ah. Encantado. Bienvenue, heureux de t'accueillir. Merci, Jérôme. J'ai réservé une chambre chez vous. Oui, bien sûr. Je m'appelle Luis. Enchanté, Luis. Ta chambre est juste là, et après je te propose un petit verre. Avec plaisir, ouais. J'aime beaucoup l'endroit. Hein. C'est très beau. Très beau et très agréable parce que tout est ouvert. Oui, ce lieu est très ouvert. Et à tout. Aux sensations, aux expériences, au climat et à la nature. C'est tout à fait ce que j'aime. Salut toi. Voici ta chambre. Excellent, super. Et par là, tu as accès à toute la maison si tu veux. Il y a une influence espagnole, non? Ou je me trompe? Tout à fait. Et c'est simplement parce que j'ai vécu 20 ans en Espagne. Mogote Art est un mélange de tous mes voyages en Espagne, en Asie, au Mexique ou en France. Donc tu as beaucoup voyagé alors? Oui, et j'ai beaucoup de souvenirs ici. J'aime bien, en tout cas, il y a plein de choses à regarder en fait. C'est une très jolie maison d'hôte, j'aime beaucoup. Ouais. Merci. Et alors, si je comprends bien, si tu as vécu à l'étranger, tu es revenu ici, tu es né ici peut-être même? Oui, c'est ma région. D'accord. J'adore Pinar del Rio et j'adore particulièrement l'environnement de la vallée de Viñales, où je suis né. Gracias. Merci Ariel. C'est magnifique.
Santé. Il y a 5 ans, j'étais encore en Espagne. Et c'était la période où à Cuba, il y avait un espoir de faire changer les choses. Et j'avais le sentiment que c'était pour moi. Je ne pouvais pas rater ça. En tout cas, ça a l'air d'être un beau succès. Bravo à toi. Merci. Et là, j'ai rendez-vous. Tu connais peut-être Ioannis? Oui, tu connais? Oui, bien sûr, il habite à 200 mètres d'ici. Ok, super. Vous allez faire une balade à cheval? Sans doute, oui, sans doute faire un peu de cheval. C'est magnifique. C'est magnifique, oui. Ioannis? Hey Jérôme, ça va? Ça va? Tu t'es bien installé au Moro Théâtre? Oui, très bien, c'est chouette comme endroit, dis donc. Bon, mais bienvenue à Vignales. Merci. Donc là, c'est ta ferme? Là, c'est ma ferme. Je vais te montrer plein de choses qu'on a ici. Tu parles super bien français, dis donc. Merci beaucoup. Tu as appris où? J'étais en France. Ah oui? Oui, oui. Moi, j'ai été là-bas 3 fois. Pendant 3 mois, pour aller visiter des amis et une copine qu'il y avait aussi. Tu avais une petite copine française? Oui. Bon, il paraît que c'est la meilleure manière d'apprendre une langue, bon, c'est d'avoir une petite amie. C'est ça qu'ils disent les gens. Hein. Il paraît. Il paraît. Alors raconte-moi un petit peu à la fois l'histoire et puis la vocation de cette ferme. L'histoire de cette ferme, c'est que je m'ai installé ici depuis 8 ans. Le sol il était très sec et très acide. Il n'y avait rien qui poussait. Okay. On a commencé à travailler pour améliorer la qualité du sol. Et après 5 ans, on a commencé à faire un projet d'agroécologie pour... principalement, c'était pour être autonome dans ce qui c'est la nourriture. Maintenant, on a 1000 pieds de café arabica, 30 avocatiers, 7 variétés de mangue différentes. C'est très joli, hein. Ouais. C'est un charme fou. Il y a plein de choses là. Ça pousse bien, hein? Ça pousse vraiment bien. Ça pousse très très bien. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire des repas à la maison avec notre produit de la ferme et local aussi. Voilà, pour donner un autre menu à les clients. Alors, est-ce que cette envie de faire ce métier, de reprendre la ferme familiale, c'est une envie que tu as depuis tout petit? C'était mon rêve, c'était d'être un paysan. C'est pas que l'école qui va nous faire apprendre. Regarde, maintenant, j'arrive à parler français, je me débrouille bien. Exactement raison. Et en plus, j'ai une vie qui, ça m'en va très bien. Il est très beau ce jardin. Merci bien. Donc ça, c'est un de tes chevaux? Oui, il s'appelle Lucero. Ça veut dire une grande étoile. Il a l'air bien calme, dis donc. Hein. Oui, ils sont très calmes. Vamos, Lucero. C'est des rizières, ça? Oui, c'est des rizières. Mais maintenant, ils sont en pause. Oui. Si tu veux conduire, je peux te laisser. Tu veux me faire passer mon permis charrette alors? Vas-y. D'accord, allez. Vas-y. Ça c'est à droite, gauche, arrêtez. Voilà, c'est automatique. Hein. Allez, vamos. C'est ça. Allez. Ayo. Allez, bijoux, allez. Voilà. Ouais, c'est bien. Il n'y a pas de radar, il n'y a rien ici. Non, on risque rien, d'accord. Vas-y, tu peux aller. C'est magnifique avec la lumière du soleil. Hein. Salut mon ami, ça va? On va? Bien. Tout bien? Todo bien, hein? Hola, me llamo Jérôme. Jorge. Jorge. Ah oui, c'est qu'il a un petit coupe-coupe. Ça fait un sacré boulot, hein. Et donc, il y a plusieurs récoltes comme ça dans une année? Une seule fois par an. Une fois seulement. Et chaque mois de novembre, on replante du tabac. Et donc, Jorge, tu coupes entièrement toutes les feuilles? Oui, on coupe toutes les feuilles, mais toujours 2 par 2.
Quand ça va sécher, la feuille, ça va prendre des différentes couleurs indépendantes de l'étage. Ah, voilà, celui-là d'en haut, ça va rester plus noir à cause du soleil. En fait, ça va lui donner le soleil plus directement. Ça, c'est plus noir et ça va être la feuille plus forte aussi. Dans un cigare, on mélange 3 feuilles. Celle du haut, celle du milieu et celle d'en bas. Ah oui. Et alors là, le tabac que tu coupes, Jorge, il est destiné à la fabrication locale? Ce tabac, c'est le gouvernement qui le vend aux grandes manufactures. Ah, ça passe par le gouvernement? On leur vend 90% de notre récolte. Ah oui. Les paysans, ils ont des contrats avec la coopérative. Ils ont le droit de laisser un petit pourcentage pour sa propre consommation. Et alors là, j'ai vu qu'il y avait une petite hutte. El secadero de tabaco, le séchoir du tabac. Ça va sécher intérieurement et pendant 3 mois. Tu fais des cigares, Jorge? Oui. Bonjour monsieur, soy Jérôme. Mario. Mario. Lui, c'est le grand-père de la famille. Ah. Ils sont cultivateurs de tabac depuis son arrière-grand-père. Qu'est-ce qui fait la différence entre un cigare, on va dire, moyen et un très bon cigare? Ça dépend surtout de la matière première. Notre tabac est non traité. Ces cigares sont naturels. Comme je te le disais, nous utilisons les différentes feuilles d'une tige. Tu peux voir la différence. Un cigare comme celui-là, il faut 3 feuilles. Ok. En fait, Jérôme, que ça, c'est la nervure centrale et c'est là que la feuille, normalement, elle va concentrer la majorité du pourcentage de la nicotine. Ah oui, d'accord. Et ça, dans la permaculture, ça, c'est très utilisé comme un pesticide naturel. On le met dans l'eau et après des 10 jours, ça va faire une fermentation pour vaporiser tous les types de plantations. Et ça va tuer les insectes et en même temps, ça va fertiliser le maïs, les haricots, les concombres, plein de choses. Ça, c'est très important. Tu veux en goûter un? Non, je ne fume pas le cigare. Je suis désolé, mais je vais bien prendre un. Gracias. Mario, vous êtes beau à fumer votre cigare, même si c'est pas bon pour la santé, hein. On est bien d'accord. Mais je vous trouve très beau avec votre cigare. Si les cigares pèsent plus de 500 millions de dollars dans l'économie de l'île, un autre produit cubain, bien meilleur pour la santé, s'exporte dans le monde entier. Le miel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ça m'intéresse. C'est quoi? C'est un pot de pollen. C'est un super aliment. Un produit qui est plein de vitamines, très nutritif et antioxydant. Ok, je le prends. Et je voudrais un pot de ce miel, s'il vous plaît. Et voilà. Les Cubains ont l'habitude de consommer beaucoup de miel. De préférence le nôtre, parce qu'il est naturel. Il se cultive et se récolte dans notre pays. On ne l'importe pas. C'est là que tout commence, dans la région de Sancti Spiritus. Ici, les abeilles sont en pleine forme. Si en Europe, leur taux de mortalité atteint 30% en hiver, il n'est que de 3% à Cuba. Là, on se prépare. Privés de pesticides à cause de l'embargo, c'est tout naturellement que les apiculteurs se sont tournés vers l'agriculture biologique. Là, on est en train d'allumer l'enfumoir. On utilise du papier spécial, parce qu'on ne peut rien mettre qui contamine le miel. Comme ça, il reste pur, naturel. Raúl Concepción récolte le miel depuis plus de 20 ans et s'est vite imposé comme l'un des spécialistes à Cuba. Je pense qu'à Cuba, les abeilles sont fortes. On fait attention aux nids d'abeilles, à la façon dont on manipule les ruches. Et on protège aussi la nature. On plante des espèces qui fleurissent bien. Avec cette méthode, on parvient à avoir une ruche prolifique tout au long de l'année et donc à récolter du miel quasiment tous les mois. C'est aussi grâce au climat tropical de Cuba, bien sûr. Regarde ce qu'on a là. On va voir si les conditions pour la récolte sont bonnes. Très engagé dans la culture biologique,
il réalise des contrôles réguliers pour mesurer l'avancée de sa production. Pour cela, il doit évaluer le taux d'humidité, car s'il est trop élevé, le miel peut fermenter. Ça fait 19. Tu as 19 sur celui-là? Oui, 19. Ok, c'est pas encore assez élevé pour récolter. D'accord, on va attendre un peu. Dans une quinzaine de jours, ce sera bon. Elles ont un mystère, ces abeilles. Un mystère que petit à petit j'apprends à découvrir en travaillant avec elles. Quand tu commences dans cet univers, tu deviens passionné. Ça te crée une addiction. Tu ne peux plus t'en passer. Tu deviens apiculteur et tu meurs apiculteur. Quand il a attrapé le virus, Raoul a proposé à son père de le former à l'apiculture. Goûte-moi ça. De fils en père, ils aiment partager leur passion pour ce miel d'exception. Il est bon. On sent bien le mélange des fleurs. Avec ça, j'ai une bonne santé. J'ai 75 ans et je me sens fort. Et tu vas continuer encore longtemps? Je continuerai tant que j'aurai la forme pour faire un bon miel. Le meilleur miel du monde, ou l'un des meilleurs. Si c'est pas le meilleur, ça doit être au moins l'un des meilleurs. Grâce à leur révolution verte, les Cubains ont sauvé les abeilles, maillon essentiel de la biodiversité. Ils pourront peut-être aussi inspirer d'autres pays dans leur transition biologique. Bonjour, tout va bien? Oh, super, merci beaucoup. Tu t'es bien reposé cette nuit? Super, c'est tellement calme. Le petit déjeuner est très simple, mais avec les tomates du potager. Et les mangues viennent de là, pour ton jus. Ils tombent directement dedans, c'est ça? Nous sommes là pour toi, si besoin. Ok, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci à toi. Jérôme? Oui, ça va Yoni? Oui, ça va très bien et toi? Super bien. Très bien. Vous êtes prêt pour la balade? Oui, je suis prêt. Alors lequel est le mien, celui-ci? C'est le blanc, lui il s'appelle Mojito. Ah, c'est original ça pour... Oui, c'est original. Après, le plus important, c'est pour le conduire. Ouais. Voilà, c'est plutôt le style western. Ça veut dire qu'on va conduire le cheval avec une seule main. Soit on va partir à droite, à gauche, mais tout le temps les deux rênes sur la même main. Ok, d'où le chapeau, le western. Oui, exactement. Vas-y. Allez, Mojito. Ici, tout le monde se déplace à cheval. Il n'y a quasiment pas de voiture, finalement. Non. Ici, nous, sans le cheval, on n'est rien, quoi. Ouais. Ça fait partie de notre vie, de le quotidien. Toi, tu as commencé à monter à quel âge? Toute seule, c'était vers les 6 ans. Oh là là. Je me souviens que quand j'étais dans l'école primaire, mon père il m'a offert un cheval et moi j'ai forcé à aller-retour toute seule. Pour aller à l'école? Oui, c'était magnifique. Salut, comment ça va? Voilà. Ça va bien et toi? Bien. Bonne journée. Alors, la vallée de Vignales, elle est réputée pour sa fertilité. Hein. Exactement. Ici, tout ce qu'on plante, ça pousse. Chaque famille elle va planter un peu de riz, maïs, le manioc, la patate douce, un peu tout. Pour être autonome sur sa consommation. C'est pas monoculture. Qu'est-ce que c'est beau. Si, ici, c'est très beau. Ce qu'on voit en face, c'est la chaîne de montagne la plus longue à Cuba. Ça s'appelle la Cordillera de los Órganos. Ce que j'aime beaucoup dans ces paysages-là, c'est qu'en fait, l'agriculture est existante, on la voit, on voit les champs, mais en même temps, il n'y a pas de clôture, les animaux se promènent, les poules, les chèvres, et ça, je trouve ça vraiment très appréciable. Vraiment, il y a beaucoup de respect aussi, c'est cultivé, mais en même temps, il y a le côté sauvage.
Comme si l'homme n'avait pas pris l'ascendant sur la nature, en fait. Et c'est très beau, cette philosophie de vie, je trouve. Oui. Là, on va aller visiter la famille de los aquáticos. Les aquatiques. Oui, exactement. C'est une famille qui a la tradition de se soigner avec de l'eau. Ah oui? Oui, mais je ne vais pas te raconter plus, c'est toi qui vas découvrir. Ça marche, ça marche. Tu vois là, on commence à monter sur les mogotes. Les cailloux qu'on voit là, c'est de la pierre calcaire. D'accord. Les mogotes, ce sont ces collines recouvertes de végétation. Oui. Ayú. Vamos, merengue. Juan Antonio. Salut, comment ça va? Encantado yo. Antonio. Antonio encantado. Vous pouvez mettre les chevaux à l'arrière. Está bien. Oh, cette vue, c'est juste incroyable. Vous avez une vue, peut-être même la plus belle vue de tout Cuba ici. C'est beau, oui. Quand je me lève le matin, je m'assois dans mon fauteuil. Le soleil se lève juste en face. Je suis très heureux de vivre ici. Entrez. Hola. Vous voulez boire un verre d'eau? Si, avec plaisir. Gracias. Tiens. Gracias. C'est votre épouse et votre fille? Oui. Gracias, ça fait du bien. Nous faisons partie d'une communauté qui ne se soigne qu'avec de l'eau. Il y a longtemps, une femme de la région avait son fils qui était très malade. Elle l'a emmené chez le médecin qui lui a dit que tout était fini, qu'il allait mourir. Elle a entendu une voix qui lui a dit de le baigner à la rivière 3 fois par jour. Alors elle l'a fait et son enfant a été guéri. Ensuite, les gens sont venus de toute l'île. Et depuis ce jour, ma famille a décidé de ne plus jamais consulter de médecin. Jamais aucun traitement, jamais aucun médicament? Plus jamais. Et ce, depuis 1933. D'accord, oui, c'est une eau miraculeuse. Alors j'imagine que dans la région, ça a dû faire un retentissement incroyable. Oui, oui, oui. C'est une histoire qui à Cuba, c'est très connu quand même. Ok. Donc c'est pas uniquement en la buvant, c'est aussi en s'immergeant dans l'eau qu'on peut se soigner finalement. C'est plutôt la foi qu'elles sont dans sa croyance de se soigner avec de l'eau. Nous y croyons. Et depuis, personne n'a été malade. Je sens déjà beaucoup mieux là. Hein. Ça donne de l'énergie. On va descendre au galop, il n'y a plus que ça à faire. Ah oui, j'espère. J'espère bien. Bah oui. Gracias. Adios. Adios. Ciao. Bon viaje. Bon retour. C'était une sacrée découverte. Ces paysages, cette ambiance rurale absolument exceptionnelle. Merci beaucoup. Ouais, vraiment. Pour moi, c'était aussi un grand plaisir de le partager avec toi. Vraiment. Muchas gracias. Bueno, de nada. On remonte à cheval. Oui, premier arrivé en bas, à gagner. Exactement. Hein? Et maintenant, ton petit chapeau. Ça te va bien. Regarde-toi dans le miroir pour que tu vois comme tu es jolie. Oui, c'est bien. T'es prête? Oui. Allez, on y va. Comme tous les week-ends, Dariana, accompagnée de son père, se rend à son cours de rodéo. Dis-moi, t'es contente d'aller faire du rodéo? Oui. Sinon, tu me le dis. Pense bien à faire attention avec le cheval. Cette tradition fait partie de nous. Elle vient de mon grand-père, de son grand-père, de mon père. Et maintenant, elle se poursuit avec ma fille. J'en suis très fier. Vraiment fier. Très rurale, la région de Sancti Spiritus est une terre d'éleveurs de bétail, de vaqueros comme on dit ici. Dès l'âge de 5 ans, les enfants sont initiés à monter à cheval, mais aussi à pratiquer le rodéo. À 12 ans, Dariana est déjà douée, mais elle tient à prendre encore quelques cours pour se perfectionner.
Ah, je commençais à avoir peur que vous ne veniez pas. On s'embrasse? Bon, tout va bien. Allez, on s'entraîne? À chaque fois que j'arrive là, je me sens très émue à l'idée de faire du rodéo. C'est sous la direction de Manolito que les éleveurs en herbe vont devoir attraper un veau au lasso. Une pratique ancestrale de la région. C'est au tour de Dariana d'entrer en scène. Je suis très fier. Elle a fait une super sortie. Tiens, ton chapeau. J'ai débuté quand j'avais seulement 22 mois. Ça fait de moi l'une des plus jeunes à avoir commencé à faire du rodéo. Quand j'aurai des enfants, j'aimerais bien qu'ils en fassent aussi, pour que ça continue. Passionnée par cet univers, Dariana espère travailler plus tard auprès des chevaux. C'est une belle victoire pour Manolito, son professeur. Pour moi, c'est un bonheur énorme de voir comment les enfants progressent et comment ils aiment ça. Ils s'identifient à ce sport. D'autant que c'est un sport très difficile, qui implique beaucoup de risques à chaque fois. Partout dans le monde, il y a de l'exode rural vers la ville. Nous, on fait en sorte que la tradition existe et qu'elle se maintienne. On continue à travailler au village. Comme à chaque fois, l'entraînement de rodéo se termine autour d'un repas typiquement cubain. C'est une philosophie de vie. Être vaqueros implique qu'il y ait de la solidarité entre nous. Peu importe que sur le circuit, on soit en compétition. Quand on est cow-boy, le problème d'une personne devient le problème de tous. Tout ça me donne le sentiment d'être un homme meilleur, un vrai Cubain et un meilleur éleveur. À quelques kilomètres de là, d'autres enfants sont eux aussi sensibilisés à la culture des vaqueros. Après l'école, ils ont rendez-vous pour leur premier cours d'escaramuza, une discipline équestre. Et pour plonger dans cet univers, ils doivent commencer par porter la tenue traditionnelle. Je l'aime beaucoup. J'aime bien les couleurs bleu et blanc. Vous aimez les couleurs de ces costumes? C'est inspiré des couleurs du drapeau cubain. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Prenez-en bien soin. Avant d'être de vrais cavaliers, les enfants doivent déjà prendre un premier contact avec leur monture. Allez, prends les rênes. Aide-la à monter. Mets bien la robe. Je leur fais découvrir l'équitation. Je leur apprends à monter. J'aime enseigner aux enfants. D'ici quelques années, leurs professeurs espèrent monter avec eux une équipe d'escaramuza. Tout droit venu du Mexique, cette discipline est une chorégraphie synchronisée entre cavaliers. Si à l'origine les équipes sont exclusivement féminines, le professeur a décidé de la rendre aussi accessible aux garçons. Allez, maintenant, le salut. Ábrelo, 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 ábrelo. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'exercice et il faut se donner à fond pour y arriver. Et puis c'est très beau. Quand je vois les cavaliers, j'adore. Et ça me donne envie de faire la même chose. J'ai envie de continuer à faire de l'escaramuza. Et puis, je ne me verrai pas vivre ailleurs. Moi, ça me plaît. Et j'aimerais que les enfants fassent comme moi. Qu'ils se mettent à l'escaramuza.
Que ce soit avec l'enseignement du rodéo ou de l'escaramuza, les anciens essayent à leur échelle de lutter contre l'exode rural. Des initiatives qui semblent déjà porter leurs fruits pour que la campagne cubaine reste bien vivante. Me voilà de retour à La Havane et mon voyage à Cuba se termine. Vous avez pu remarquer combien Cuba se réinventait, s'ouvrait de plus en plus et proposait de multiples facettes. Après 2 années difficiles dues à la crise sanitaire, les Cubains en particulier ont su faire preuve d'une grande résilience et d'un formidable courage. J'ai eu un vrai coup de cœur pour la vallée de Vignales et ses paysages absolument extraordinaires. J'ai adoré évidemment aussi La Havane, ses vieilles voitures. Il y a une énergie dans cette ville que j'ai beaucoup appréciée. J'en profite aussi pour remercier chaleureusement ceux qui m'ont accueilli avec grand cœur, avec générosité. Je pense à Julio, je pense à Luis, à Ioanni, à Adriana bien sûr. Ils ont été de formidables ambassadeurs de leur île. Comment ne pas aimer Cuba après les avoir rencontrés? Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir cette émission en replay ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux et suivre les coulisses de nos tournages. Voilà, à très bientôt. Adios, hasta pronto.